On va discuter maintenant de la hyalinose segmentaire et focale, qui correspond à une lésion histologique et non à une maladie, et qui, lorsqu'elle est isolée et associée à un syndrome néphrotique, elle s'intègre dans le syndrome néphrotique idiopathique. L'objectif de notre cours est de savoir reconnaître cette entité, de connaître les principales étiologies des formes secondaires, d'argumenter les procédures diagnostiques et les principes du traitement. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Après la définition, on va voir l'épidémiologie, les mécanismes éthiopathogéniques, la description anatomopathologique, la présentation clinique, les éléments diagnostiques, l'évolution et le pronostic, les mesures thérapeutiques avant de conclure. La hyalinose segmentaire et focale est une lésion anatomopathologique fréquente. Elle ne constitue pas une maladie en elle-même, mais elle correspondrait plutôt à une variété de syndromes clinico-pathologiques qui ont en commun un même aspect histologique qui est la sclérose glomérulaire par accumulation de dépôts hyalins touchant quelques glomérules et une partie du glomérule, définissant ainsi son caractère focal et segmentaire. Il s'agit d'une podocytopathie responsable d'une podocytopénie avec détachement des podocytes et formation d'une synéchie floculocapsulaire. Cette hyalinose segmentaire et focale peut être primaire, dite idiopathique, ou secondaire à un phénomène adaptatif ou à une lésion cicatricielle faisant suite à une agression de la cellule podocytaire. Sur le plan épidémiologique, la hyalinose segmentaire et focale représente 35% des syndromes néphrotiques de l'adulte aux États-Unis et 20% des syndromes néphrotiques de l'enfant. Son incidence annuelle est de 7 patients par million d'habitants aux États-Unis, avec une augmentation de sa prévalence aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Dans sa forme idiopathique, la hyalinose segmentaire et focale est plus fréquente chez l'homme que chez la femme, avec une évolution plus rapide vers l'insuffisance rénale chronique terminale chez l'homme. La hyalinose segmentaire et focale est 3 fois plus fréquente chez les sujets de race noire, avec un pronostic rénal plus péjoratif. Aux États-Unis, elle serait la première cause glomérulaire d'insuffisance rénale chronique terminale. La forme primitive est la forme la plus fréquente, retrouvée dans 80% des cas. Sur le plan éthiopathogénique, les diverses formes de hyalinose segmentaire et focale ont en commun une altération de la cellule podocytaire qui peut être d'origine intrinsèque, liée à une anomalie structurale comme dans les formes génétiques, ou extrinsèque en rapport avec une infection virale, un toxique ou un facteur de perméabilité dans les formes idiopathiques. La conséquence de ces anomalies est une diminution du nombre des podocytes fonctionnels par apoptose, créant une podocytopénie avec détachement des podocytes de la membrane basale glomérulaire, formant ainsi une synéchie floculocapsulaire entre les capillaires glomérulaires lésés et la capsule de Bowman. Dans sa forme primaire, les médiateurs de la podocytopathie sont méconnus, mais l'hypothèse d'un facteur circulant de perméabilité glomérulaire est fortement suspectée, communément à la physiopathologie de la lésion glomérulaire minime, comme en témoigne la similarité morphologique des glomérules de la lésion glomérulaire minime avec les glomérules non sclérosés de la hyalinose segmentaire et focale et la possible évolution de la lésion glomérulaire minime vers la hyalinose segmentaire et focale. Pour les formes secondaires, l'identification d'un certain nombre de gènes codant pour des molécules du diaphragme de fente et des molécules podocytaires a permis de mettre en évidence des mutations génétiques associées à la survenue d'un syndrome néphrotique corticorésistant. La recherche d'une telle mutation n'est pas systématique chez l'adulte et dépend chez l'enfant de l'âge de survenue du syndrome néphrotique et de la présence d'antécédents familiaux du hyalinose segmentaire et focale et surtout de la réponse à la corticothérapie. Les autres causes secondaires sont de fréquence croissante, en lien avec une agression directe des podocytes par des infections virales
tels que le parvovirus B19, le VIH, l'Epstein-Barr virus et le cytomégalovirus. Des médicaments ou des toxiques tels que l'héroïne, le lithium, les stéroïdes anabolisants, ou bien de causes adaptatives à des situations d'hyperfiltration glomérulaire, comme on peut l'observer en cas d'obésité, d'hypertension artérielle, de reflux vésico-urétéral ou de drépanocytose. Sur le plan anatomopathologique, la hyalinoségmentaire focale, dans sa forme classique, est caractérisée par des altérations cellulaires initialement podocytaires, par des dépôts hyalins et par de la sclérose touchant une partie du glomérule, définissant son caractère segmentaire, et touchant quelques glomérules, définissant son caractère focal. Les glomérules juxtamédulaires sont touchés en premier, ce qui explique qu'on puisse rater le diagnostic du hyalinoségmentaire focal si le prélèvement de la biopsie rénale ne comporte pas la zone de jonction corticomédulaire. Comme on peut le voir sur l'image à droite, on observe une anse capillaire normale à droite et une anse capillaire pathologique au sein du même glomérule. Cette anse capillaire passe par 3 phases. Au début, le podocyte est globuleux et vacuolisé. Par la suite, le podocyte se décolle de la membrane basale glomérulaire avec accumulation d'une substance transparente vitrée qu'on appelle substance hyaline et qui correspond à l'accumulation de protéines dans cet espace. La mise à nu de la membrane basale glomérulaire par décollement du podocyte favorise le collapsus de l'anse capillaire avec hypertrophie de la matrice mésangiale responsable d'une sclérose qui s'étend vers la capsule de Bowman, formant une synéchie floculo-capsulaire. Sur cette image, on voit un glomérule qui est presque entièrement normal, avec au niveau de la partie apicale du glomérule, on voit que le floculus colle à la capsule de Bowman avec une lésion de sclérose qui apparaît colorée en rouge. L'étude en immunofluorescence retrouve fréquemment au niveau des lésions scléreuses des dépôts d'immunoglobulines M et de C3. En microscopie électronique, on observe un effacement des pédicelles associé à un détachement des podocytes dans les zones atteintes. Sur cette diapositive, on voit les différents aspects histologiques que peut présenter la hyalinoségmentaire focale en microscopie optique. De gauche à droite, on distingue sur la première image une sclérose segmentaire située près du hile vasculaire du glomérule. La deuxième image est celle d'une sclérose segmentaire située près du pôle tubulaire où se trouve le début du tube contourné proximal. Sur la troisième image, on voit que le floculus glomérulaire est collabé, entouré par des cellules épithéliales hypertrophiées, formant un pseudo-croissant. C'est ce qu'on appelle la hyalinoségmentaire focale collapsante. Et sur l'image à gauche, on observe une accentuation de la cellularité endocapillaire. Au moment du diagnostic, un syndrome néphrotique est présent dans 50 à 60% des cas, le plus souvent d'installation brutale. La protéinurie peut s'accompagner d'une hypertension artérielle, d'une hématurie microscopique ou d'une insuffisance rénale chronique. Le syndrome néphrotique peut être massif pouvant atteindre 30 grammes par jour et le complément et les autres bilans immunologiques sont normaux. La hyalinoségmentaire focale primitive se présente classiquement sous la forme d'un syndrome néphrotique d'apparition aiguë, tandis que les hyalinoségmentaires focales secondaires se présentent le plus souvent par une protéinurie de rang néphrotique sans hypoalbuminémie. La présence d'une hyalinoségmentaire focale familiale, d'une corticorésistance ou d'un âge jeune inférieur à 1 an lors de l'apparition du syndrome néphrotique oriente vers une origine génétique. Dans tous les cas, il faut éliminer la prise de médicaments ou la présence d'une infection virale comme le VIH. En l'absence de traitement, la rémission spontanée ne survient que dans 5% des cas, avec une évolution naturelle vers l'insuffisance rénale chronique terminale en 10 ans en moyenne
dans 40 à 60% des cas. Les facteurs de mauvais pronostic sont représentés par la protéinurie néphrotique, la présence d'une insuffisance rénale, la race noire, la présence d'une fibrose tubulo-interstitielle dépassant les 20%, la forme collapsante et surtout la non-réponse au traitement. Le traitement symptomatique du syndrome néphrotique, comme on l'a déjà présenté dans le cours du syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime, doit toujours être entrepris, de même que les mesures de néphroprotection qui ont pour objectif de contrôler la pression artérielle et de réduire la protéinurie en privilégiant les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone. En cas de hyalinose segmentaire et focale secondaire, le traitement de la maladie causale doit être instauré. Le traitement de la hyalinose segmentaire et focale primitive suit le même schéma thérapeutique de la lésion glomérulaire minime, mais avec un risque plus élevé de corticorésistance et de rechutes plus fréquentes, entre 25 et 36% des cas, pouvant atteindre 50% des cas en cas de rémission partielle. En cas de corticorésistance ou de corticodépendance, le traitement de choix en cas de hyalinose segmentaire et focale est représenté par la cyclosporine. En cas de rechute, les formes initialement corticosensibles peuvent bénéficier d'une seconde cure de corticothérapie. Sinon, en cas d'effet secondaire de la corticothérapie, la cyclosporine ou le cyclophosphamide peuvent être indiqués. Les formes ayant évolué vers l'insuffisance rénale chronique terminale peuvent bénéficier d'une greffe rénale, mais avec le risque d'une récidive précoce du syndrome néphrotique, voire en post-opératoire immédiat dans les formes primitives. Pour conclure, la hyalinose segmentaire et focale est une entité clinico-pathologique qui peut être primitive ou secondaire et qui est caractérisée par un taux élevé de corticorésistance avec une évolution fréquente vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Et je vous remercie.